Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, épisode donc 124. Aujourd'hui j'ai un invité vraiment spécial qui va donc nous parler de soft skills, donc comment en tant qu'entrepreneur et même hors entrepreneur développer ses soft skills pour pouvoir passer cette année 2020 qui est très difficile et aussi donc 2021 et pouvoir réaliser tous les projets qu'on a envie de réaliser grâce aux soft skills. Donc avant ça je vais remercier le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille d'aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc merci à Jérôme Waro qui est mon invité aujourd'hui. Donc on a fait un épisode assez long, on a beaucoup parlé de choses vraiment très intéressantes. Donc Jérôme qui est champion du monde de mind mapping. Qui est aussi dans plein de business, plein de compétences. Donc il est vraiment connu dans le domaine pour être l'expert des soft skills. Il va nous parler des trois soft skills qu'il faut développer cette année et même plus tard, qui sont assez importantes. On a vraiment beaucoup détaillé dessus. Il y aura aussi beaucoup d'exemples de choses à lire comme Tony Buzan et d'autres éléments que je mettrai dans le résumé parce que c'est assez complet comme épisode. Et en plus, il a été gentil, il nous a fait un cadeau. Donc c'est pour une personne, donc je mettrai en conclusion le cadeau. Enfin, il faudra écouter jusqu'à la fin, même quand on se dira au revoir, reste bien jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Je t'expliquerai ce qu'il faut faire. Et si tu fais bien les choses, tu auras un super cadeau de Jérôme Moreau. J'allais dire Tony Buzan, Jérôme Moreau. Donc je te dis à tout de suite avec Jérôme. Salut Jérôme, comment tu vas? Salut Thierry, eh bien ça va super bien et toi? Oui, très bien, merci. On va parler de développement personnel. Tu vas nous aider à rebondir, à finir en fin de compte l'année 2020, ce qui va être compliqué pour certains, d'autres très bien, et faire ses projets pour 2021. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on va parler en fin de compte des soft skills. Déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Moi, je suis vraiment content que tu m'invites, surtout que tu as invité des personnes que j'aime beaucoup, comme LinkedIn, Vincent, vu que tu as même Philippe Gavillier, que je Tout trouve à fait. vraiment excellent. Tu dis Vincent, Donc, mais tu n'as pas dit le nom, donc Vincent, il faut dire qui c'est. Hein. oui, pardon, Vincent Delournel et LinkedIn SIA. Bien vu. Et donc je suis vraiment content d'être ici. Donc, je m'appelle Jérôme Waro. Je vis à Londres maintenant depuis plus de 6 ans. Ça va bientôt faire 7 ans que je vis à Londres, mais je suis originaire de l'île de la Réunion. Pour les personnes qui connaissent un peu les dom-toms, oui, Waro. Ouais, voilà. Donc, je viens bien de la Réunion. Et j'ai pu vivre pas mal à l'étranger. J'ai pu vivre en Australie, au Japon, au Canada et maintenant au Royaume-Uni. Et donc j'adore les nouveaux défis, les nouvelles expériences. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 6 ans, donc je suis un gros fan de tout ce qui est arts martiaux. Lesquels? Et lesquels, alors j'ai fait 24 ans de karaté Shotokan. Ah oui. Et là maintenant, j'ai fait un peu de jiu-jitsu, j'ai fait également de la boxe thaï, la capoeira, que j'aime beaucoup la capoeira. Mais depuis 4 ans, je fais du kung fu Wing Chun, que j'adore, que je trouve absolument génial. Que Bruce Lee a rendu très connu, on va dire. Ouais, il a créé son Jeet Kune Do à partir de cette base par rapport à son mentor Ip Man, Mm. qui est très connu avec le film avec Donnie Yen. Moi, j'avais acheté le bouquin, en fin de compte, mais bon, il y avait plein de trucs, c'était Ouais. un peu technique, mais bon, ouais. Ouais, c'est que c'est assez technique. Mais voilà, en tout cas, moi j'adore tout ça. Et d'un point de vue plus professionnel, ces passions m'ont aidé à développer mon activité professionnelle. Donc je suis entrepreneur depuis 2009. J'ai commencé quand j'étais encore étudiant. Et j'ai commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière globale, parce que j'ai créé un site qui s'appelle Pourquoi entreprendre à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, et qui m'a amené à interviewer pas mal d'entrepreneurs, ce qui m'a permis d'apprendre énormément. Et je me suis rendu compte qu'en interviewant les entrepreneurs, eh bien que ces personnes avaient développé de nombreuses qualités, de nombreuses compétences qui n'étaient pas techniques, comme la persévérance,
comme la créativité, comme l'organisation, comme l'efficacité, comme la motivation, et toutes ces compétences-là qui en fait sont utiles à plein d'autres personnes. Et à partir de là, en fait, avec deux autres personnes, on a développé un concept autour de ces compétences qui n'avaient pas de nom en fait à l'époque, qu'on appelait maladroitement des savoir-être, alors que pour moi, la concentration ou la motivation et la créativité, c'est pas des savoir-être en fait, ce sont des compétences. Et ces compétences qu'on appelle les soft skills, donc les compétences comportementales. Et depuis qu'on a développé ce concept, eh bien, j'ai pu coécrire et publier 2 ouvrages à ce sujet aux éditions Duno. Donc, le réflexe soft skills en 2014 et soft skills en 2018. Et ce qui m'amène depuis au métier de conférencier. Donc, je fais de la conférence en entreprise depuis plusieurs années sur ce sujet-là, qui touche à ces compétences, mais qui touche également au futur de l'emploi, au futur des métiers et au futur des compétences. Et mais à côté de ça, comme j'aime beaucoup les défis, j'ai également développé une autre activité qui est un mix entre du pro et du perso, parce que c'est les sports du cerveau. Parce que en fait, je faisais des sports de combat aussi à côté des arts martiaux, et on m'a cassé une côte en fait en faisant un middle kick. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas continuer comme ça à faire des sports bourrins, entre guillemets. J'essaie de trouver quelque chose de plus doux. Et j'ai découvert, grâce à mon associé et ami Nicolas Lisiac, les sports du cerveau, comme la lecture rapide et le mind mapping. Et donc, je suis rentré là-dedans. J'ai pu d'ailleurs rencontrer et travailler avec Tony Buzan, qui est le créateur du mind mapping et créateur des compétitions internationales du cerveau, comme les championnats de mémoire, championnats du monde de mémoire. Ce qui m'a amené en 2018 à participer au championnat du monde de mind mapping que j'ai pu remporter. Donc j'ai obtenu le titre de champion du monde de mind mapping. Et depuis, c'est une passion. Donc je coach, je forme des personnes à ce sujet-là et je co-organise également le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Donc j'ai essayé d'être bref. T'as bien détaillé, parce qu'en général, des fois, je demande à ce qu'on détaille. Les gens ont ont un bon parcours, mais ils ont du mal à se détailler, des fois, à se décrire. Ils parlent juste de la dernière activité. Donc là, tu as bien décrit. Ça tombe bien, donc ça va nous faire rentrer directement dans le vif. J'ai une question tout de suite là. Ouais. Est-ce que tu sentais que tu avais des compétences? Parce que c'est vrai que rapidement, tu es quand même devenu champion du monde. Enfin, rapidement. Tu as fait donc les sports donc, du cerveau. Est-ce que tu sentais que tu avais une compétence? Ou est-ce que c'est en travaillant que tu as pu. Est-ce que c'est du hasard? En fait, pour moi, dans ma philosophie, c'est que. Et d'ailleurs, je pose souvent cette question-là en conférence. En conférence, je commence comme ça, je dis, parmi le public ici, qui pense ne pas avoir les mêmes muscles qu'Arnold Schwarzenegger quand il était Mister Universe? Donc là, les gens réfléchissent, ils disent, absolument non, mais en fait, oui. Sauf, bien entendu, s'il y a des conditions de santé, mais a priori, on a tous les mêmes muscles dans le corps. C'est juste qu'ils ne sont pas développés pareil. Par rapport à un environnement, par rapport à un vécu, par rapport à la pratique. Et pour moi, les soft skills, c'est pareil. C'est que tout le monde les a en potentiel, comme la créativité, le focus, la persévérance, etc. Sauf qu'elles ne sont pas développées pareil selon les personnes. Et il s'avère que pour ma part, j'ai jamais eu vraiment de facilité, que ce soit à l'école ou en sport. D'ailleurs, la ceinture noire de karaté, j'ai dû m'y prendre 3 fois. Donc avant d'être champion du monde de mind mapping, j'étais champion du monde d'échecs. Mais pas le sport du cerveau, les échecs. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une qualité d'entrepreneur de rebondir après l'échec. Donc, en fait, tu avais cette qualité. Oui. Que peut-être que tu n'arrivais pas à décrire, mais en fait, tu avais la qualité de l'entrepreneur qui était donc et du sportif, ce qui vont avec souvent. Et c'est marrant quand tu parlais de ça parce que, bon, j'ai encore fait plein de rebonds. Une fois, j'écoutais un entrepreneur qui disait que quand on fait le calcul des différents milliardaires au monde, ils ont tous 3 compétences qui ne sont pas les mêmes. Certains ont fait l'armée, donc ils ont appris la discipline. Certains ont fait les arts martiaux, comme tu as fait. Donc, ça amène à être discipliné et à apprendre à perdre et à rebondir. Et le troisième, on fait les grandes écoles, tu vois. Donc, c'est comme quoi, donc, indirectement, tu avais une de ces compétences. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font du sport de combat seront entrepreneurs, mais ils ont une compétence d'apprendre, de faire des compétitions, d'être respectueux, d'avoir des codes, ce qui fait qu'ils arrivent en général à bien entreprendre. Je crois, 33% d'entrepreneurs ont fait des arts martiaux au niveau. D'accord, je ne savais pas. Tu vois. Parenthèse. Mais... Donc, voilà. Donc toi, tu as échoué, mais tu as continué. Et donc, en fin de compte, dans le mind mapping et dans tout ce qui est sport du cerveau, c'est un peu la même chose. Tu as vraiment dû travailler. En fait, c'est vraiment quand je me suis inscrit à cette compétition. Alors, c'était pas un objectif au départ. À l'origine, c'était plus mon associé qui était là-dedans. Il était parti lui-même au championnat du monde l'année d'avant et il est revenu avec une médaille en lecture rapide. Donc, dans ma tête, c'était lui qui devait repartir. Mais il pouvait pas, en fait. Donc, il m'a dit, c'est à moi de représenter la team.
Donc du coup, je me suis inscrit comme ça et la carotte, en fait, c'est que ça se passait à côté de Hong Kong. Il m'a dit, attends, Hong Kong, ville de Bruce Lee, Jackie Chan, vas-y, profite. Et du coup, ça m'a motivé. Mais en même temps, en m'inscrivant, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas y aller en touriste. Je veux vraiment y aller avec en mode défi et me préparer comme pour une compétition sportive. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai modélisé les sportifs de haut niveau dans tout, mais pas des sportifs du cerveau, hein, vraiment des sportifs olympiques par exemple. Et j'ai la chance d'avoir un ami coach olympique aussi qui m'a conseillé également. Et donc je les ai modélisés. Je me suis rendu compte, bah, pour pouvoir se préparer à une compétition, on a besoin d'avoir un objectif précis, on a besoin d'avoir un entraînement précis pour non seulement développer la performance, mais aussi développer les compétences à côté. Donc j'aime bien prendre ce parallèle du boxeur. Un champion de boxe, c'est pas quelqu'un qui est très bon en coup droit et en crochet, en fait. Ça, c'est important. Mais un champion de boxe, c'est aussi, c'est surtout l'endurance, l'agilité, la vitesse, l'explosivité, la persévérance. Donc, toutes ces compétences annexes qui font un champion. Donc, je me suis dit, Et OK, en j'ai plus, besoin des c'est compétences aussi en plus techniques. des personnes qui sont affûtées et surtout, comme tu l'as dit, et moi qui ai fait le marathon, c'est des gens qui se sont entraînés, qui ont l'œil en fin de compte. C'est-à-dire le fait de s'entraîner, de faire du sparring, il y a la technique, il y a les compétences personnelles, il y a aussi le sparring. Et le sparring fait que quand tu vas sur le ring, ben, tu vas avoir des réflexes. Alors, je sais pas si c'est le même dans le mind mapping et tout ce qui est soft skill. Il va y avoir donc des réflexes qui font que tu vas donc pouvoir répondre devant un combat. C'est quand même dangereux, hein. Il y a même plein de gens qui ont peur de rentrer sur le ring et ils ne le disent pas, mais il y a plein de grands sportifs qui ont peur de rentrer dans le ring parce que tu peux mourir. C'est marrant, mais tu peux quand même mourir. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. Et donc voilà, donc c'est un peu la même chose. Est-ce que donc toi, tu t'es préparé de la même façon, avec peut-être des tests, des choses comme ça? Ben, justement, donc déjà, la première étape, c'était de savoir un peu là où je vais, plutôt que de me lancer tête baissée. Donc, du coup, enseignement des sportifs de haut niveau et de la compétition, c'est objectif et compétences à développer et du coup discipline. Et de l'autre côté, j'ai modélisé également bah, les champions existants en fait de la discipline. Et donc là, bah, j'ai pu voir quelle performance fallait que je réalise précisément pour pouvoir bah, avoir le titre. Et à partir de là, eh bien, je me suis créé un programme d'entraînement. Donc vraiment tous les jours, pendant 2 heures, eh bien, comme du drill hein, en sport de combat, eh bien tous les jours pendant 2 heures, entraînement et toujours avec cette notion de essai-erreur. C'était jamais pour faire la performance la plus parfaite tout de suite, c'était toujours faire du mieux que je peux dans les contraintes les plus réelles possibles. Donc un peu comme du sparring, comme tu dis, au final. Et cette pratique-là m'a permis petit à petit par succession de ratés finalement parce que c'est les échecs de mes premières cartes qui m'ont appris à bah, développer les bons réflexes comme tu dis, les bonnes pratiques et à force de répétition bah, ça a été ancré en moi et bah, c'est ce qui fait que bah, au fil du temps j'ai pu développer les réflexes, les compétences et le mindset hein, parce que même d'ailleurs je m'aurais dû mettre en premier pour ne pas craquer aussi sous la pression parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont très bons mais qui craquent sous la pression et que malgré les compétences et les réflexes, eh bien, ils n'arrivent pas à réaliser la performance pour laquelle ils se sont entraînés sur 4 ans, par exemple, pour les sportifs olympiques. Donc oui, il y a tout ça. Comment tu recadres donc pour les personnes qui écoutent là, qui disent waouh, ce qu'il a fait, c'est énorme, et moi, je suis le petit entrepreneur, j'ai ma TPE, j'ai ma petite PME. On s'est tous fait attraper entre parenthèses par la crise, même si certains s'en sont bien sortis. Donc là, on est en fin d'année, on va commencer à se dire, bon, il faut que je prépare l'année 2021. Comment tu conseillerais les gens? Quel type de compétences on peut améliorer assez facilement? Tu vois, moi, je suis venu à toi parce que j'avais entendu parler de la lecture rapide. Je comprenais le concept, j'avais vu 2, 3 vidéos, mais bon, sans faire de formation. Je suivais aussi Tim Ferriss par rapport à ça. Donc, je connaissais un peu quelques techniques. Bon, j'ai mis de côté. Et donc là, je suis revenu à toi parce que je me suis dit, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne. C'est une compétence qui ne doit pas être très compliquée, hein. Je suis chez moi, j'apprends et puis je fais tout seul, quoi. On va dire, ça vient de moi, c'est pas de l'extérieur. Et puis il y en a encore plein d'autres. Donc comment tu conseillerais les gens pour se former, comment se guider? Est-ce qu'il faut aller voir un coach? Est-ce qu'il faut se dire là je suis bon, ben, je pousse sur ce qui est bon? Souvent on dit c'est bien, c'est mieux de travailler sur ce qu'on est bon. Comment tu conseillerais une personne là, qui veut actuellement se développer? Alors là, j'ai entendu plusieurs questions. Donc, je vais dire si j'ai bien Comme compris. toujours malheureux. Il y a une question liée à la condition du moment, la situation actuelle dans laquelle on est, qui ramène du coup à quelles sont les compétences qui nous aideront à faire face, notamment à cette année compliquée.
Et j'ai entendu également les compétences liées au cerveau, comme la lecture rapide et le mind mapping. Et j'ai entendu ensuite, c'est une stratégie d'apprentissage. Quelle est la meilleure stratégie d'apprentissage? Oui. Euh, Si tu veux, bah, je peux traiter le premier point déjà, qui permettra de mieux comprendre ce qu'on entend par soft skills, Oui. et après traiter les autres. Est-ce que ça te va? Oui, c'est toi qui décides. Je te laisse aller. Donc, du coup, par rapport à cette année, en effet, surtout si on est entrepreneur, mais ce n'est pas que les entrepreneurs, en fait, on se rend compte que 2020 a été une année remplie de challenges et d'incertitudes. Et c'est vrai que dans notre dernier ouvrage, Soft Skills, on parle de ce monde dans lequel on vit. Ça, c'était avant le Covid, hein, c'était en 2018. On parlait d'un monde volatile, c'est-à-dire que on peut avoir un plan, un projet et que du jour au lendemain il disparaît. Au contraire, on pensait juste avoir une idée que c'était qu'un petit truc à côté, que en fait il a explosion, ça décolle. Et on le voit par exemple avec la crise des subprimes, il y a même des banques qui peuvent faire faillite. On l'a vu également avec les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook et Apple, que des petites entre guillemets entreprises peuvent exploser rapidement. Donc le monde est volatile et encore plus en 2020. Le monde il est complexe parce que on est de plus en plus nombreux sur Terre avec une globalisation liée à la digitalisation. Donc tout le monde est connecté et plus il y a de connexion, plus ça devient compliqué et complexe à comprendre ce qui se passe. Donc monde complexe. Monde également incertain parce que du coup, si c'est volatile et que c'est complexe, on a de plus en plus de mal à anticiper. Hein, je pense qu'il y a personne qui s'est dit en 2020 il y aura une grosse crise, je vais me préparer à ça. C'était Si, il y a pas, plein, il y a plein de gens qui l'ont dit, mais ils n'avaient pas prévu le Covid. Ils avaient prévu plein de voilà, choses, pas pas le le Covid. Covid. Mais donc c'est quand même difficile à anticiper et par exemple pour moi une de mes activités c'est d'organiser des événements. Là c'est très compliqué d'anticiper des événements présentiels en ce moment. Donc, incertitude et ambiguïté. Donc, du coup, quand on fait face à ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à notre niveau? Eh bien, si on se repose uniquement sur les compétences techniques, eh bien, il y a un risque en fait, parce que les compétences techniques, du jour au lendemain, elles peuvent être obsolètes. Et on le voit également avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Souvent, des corps de métier qui font appel à moi en conférence, comme les experts comptables par exemple, parce que l'intelligence artificielle est en train de totalement bouleverser leur métier, leurs compétences. Et on se dit, si demain je n'ai plus, mon métier est remplacé par une intelligence artificielle, qu'est-ce que je fais? Donc il y a une vraie obsolescence des compétences techniques qui existent. Et d'ailleurs en conférence, je parle souvent de 3 types de métiers en fait. Et ça c'est le cas aujourd'hui. Hein. Soit on fait partie de la famille des métiers disparaissants. Donc les métiers dont les compétences vont devenir obsolètes demain. Soit si on ne fait pas partie de ces catégories, on peut faire partie des métiers émergents. Donc des métiers qui n'existent pas encore ou qui sont au tout début et qui vont exploser dans quelques années. Et si on ne fait pas partie de ces deux catégories, alors on fait forcément partie de la troisième catégorie qui sont les métiers mutants. Donc les métiers qui bougent, qui changent par rapport à tous ces changements en fait. Et pour pouvoir faire face à ces changements, que l'on soit dans la catégorie des métiers disparaissants ou dans la catégorie des métiers émergents ou dans la catégorie des métiers mutants, eh bien on a besoin des compétences non techniques qui, elles, vont survivre quel que soit le cas de figure. Donc par exemple la créativité, la capacité à rebondir, la concentration, toutes ces compétences-là vont nous aider à faire face à tous ces changements. Et par exemple, cette année, le Covid, moi, avec mon métier de conférencier, d'organisateur d'événements, c'était assez chaud. En mars, c'est vrai que c'était très 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 compliqué quand tout ça est arrivé et que toutes mes conférences et mes événements ont dû être annulés. Et du coup, ce qui m'a sauvé, ça a été la résilience, le fait d'encaisser le coup et de continuer d'avancer. Ça a été la capacité mon agilité. Ça a été la créativité pour trouver de nouvelles idées. Ça a été l'intelligence collective pour pouvoir connecter avec d'autres personnes pour pas rester isolé. Et tout ça, c'est des compétences non techniques en fait. Et je pense que la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent seraient d'accord là-dessus que ces compétences, donc les compétences, les soft skills, aident dans ces phases de rebond, dans ces moments de transition. Et je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi là-dessus? Je voulais pas te couper parce que c'est tellement bien que en général, je coupe. Hein. Mais en fait, pendant que quand tu parlais des compétences non techniques, je me suis dit, mais c'est marrant, quand tu les décris, ça me fait penser
pas automatiquement, à des compétences d'entrepreneur. Est-ce qu'on doit tous devenir Oui. entrepreneur? Parce que y en a qui sont pas faits pour ça. Pourtant, moi, j'ai souvent cru que tout le monde pouvait devenir entrepreneur après, à sa façon, surtout que le monde a changé. Donc, il y a 10 façons d'entreprendre. Même un freelanceur, c'est un entrepreneur. C'est pas Bill Gates, c'est pas Zuckerberg, mais il a une démarche un peu indépendante. Il n'est pas à l'opposé du CDI. Hein. Mais donc, est-ce que donc, quand tu parles, non technique, tout le monde peut le faire, même la personne qui est manager, qui a une situation, comment dirais-je, d'employé, tu penses qu'elle peut développer ces compétences-là? Ah bah clairement pour moi, entrepreneur n'est pas un statut. Donc tu peux avoir le statut de créateur d'entreprise, de porteur de projet, de dirigeant, de freelance. Ça c'est des statuts en fait. Mais tu peux, enfin, je connais des personnes qui ont le statut de dirigeant, mais qui n'ont pas du tout le mindset d'entrepreneur. Tout à fait. Au contraire, je connais des personnes qui ont un statut de CDI, mais qui ont le mindset d'entrepreneur. Donc pour moi, c'est plus un état Donc d'esprit. c'est pas le bon terme, c'est plutôt l'esprit d'un fonceur, on va dire. La personne qui rebondit, qui réagit par rapport à la situation. Parce que Bah, là, pour moi, entrepreneur. par rapport à ce que tu dis, il y a plein de gens qui sont malheureusement forcés par la crise. Enfin, malheureusement ou plutôt heureusement, qui sont forcés à tenter de devenir, de développer des compétences non techniques, mais de façon forcée. C'est-à-dire que d'elle-même, elle Bah, l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas la crise. oui, bah après, de toute façon, je pense qu'on est tous dans le même bateau et que quoi qu'il arrive, même si on a un CDI, ce n'est plus gage de sécurité en fait. Donc je pense que cette transition nous amène à, au-delà des soft skills, bah aussi à changer un peu notre vision du travail de manière générale. Et moi, je suis un fervent, donc là, on est dans le domaine de la croyance par contre, hein, la philosophie, on va dire la philosophie sociale. Mais ma vision de la société, et j'en ai discuté avec pas mal de décideurs, et notamment une interview que j'ai faite de Robin Chase, qui est une américaine qui a créé Zipcar, et qui, elle, et ça fait longtemps, hein, on avait discuté, je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça. Et déjà à l'époque, elle disait que elle est persuadée que demain, le futur du travail n'est plus dans avoir un seul travail en fait, mais dans la pluriactivité. Au moins avoir deux activités pour diversifier les sources de revenus et du coup augmenter ses chances de résilience. Et par exemple, moi, ce qui m'a sauvé professionnellement, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Je ne vivais pas que de la conférence. J'avais également des programmes e-learning, j'avais également du coaching. Et finalement, ce qu'on pouvait percevoir auparavant comme de la dispersion, être dispersé, eh bien maintenant on se rend compte que maintenant c'est pas de la dispersion, c'est de la diversification. Et cette diversification, il y a un nom pour ça, hein. On parle de slasher, on parle de multipotentiel. Et je pense que ça c'est à la fois adapté pour des personnes qui sont salariées et qui se disent je veux quelque chose à côté en mode auto-entrepreneur par exemple. C'est à la fois également bien pour les personnes qui sont freelance et qui vont avoir plusieurs activités, plusieurs cordes à leur arc. Donc je pense que oui, en effet, le fait d'oser avoir plusieurs activités, mais de manière structurée, organisée, hein, bien entendu. L'idée, c'est pas non plus de vouloir tout faire et de rien faire. C'est d'être quand même structuré, organisé, avoir une stratégie. Mais eh bien, ça peut être une source intéressante de résilience au cas où, en fait. Bah, Et surtout que, ce qu'on va te couper, surtout que, comme j'ai souvent dit ici, les gens oublient que le monde va vite. Le monde, enfin, on a beaucoup de. Que le CDI n'existait pas il y a 70 ou 80 ans, n'existait pas. La retraite, c'est pareil, c'est récent. Si on regarde sur l'humanité, hein. Donc, Mhm. tout le monde a l'impression que ça va rester, mais malheureusement, il n'y a rien qui reste. Tout le monde change, même nous, on change. En tant qu'humain, si on regarde ce qu'on est là maintenant, ce qu'on était il y a un siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, ça a changé. Donc, et c'est une erreur de croire que le CDI, la retraite, tout ça va rester. Malheureusement, le monde doit évoluer et il y a des choses, même si on vous a dit qu'on a fait des démarches pour ça, même la République, voilà, il y a eu la première, deuxième, troisième, donc c'est automatiquement logique que les choses changent et c'est un peu dommage que les gens restent figés. Donc, pour revenir un peu à notre sujet, quelles seraient les compétences là, quelle que soit la personne, hein. Bon, je pense que c'est Mhm. plutôt un profil entrepreneur, ben, vont le faire par d'eux-mêmes, entre parenthèses, ils vont comme moi, avant la crise, j'avais déjà commencé à faire une formation CPF parce que je changeais de business, j'avais un deuxième business. Et là, en plus, j'ai fait d'autres formations cette année pour ça. Et puis là, si je t'ai contacté, c'est parce que j'avais un projet plutôt sur la lecture rapide et autres. Quelle est les compétences qu'il faudrait développer, quelle que soit la personne, surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment l'esprit non technique, qui sont restés dans l'ancien monde, mais qui, par chance, écoutent ce podcast. Ils se disent, ah, il faut quand même que je fasse quelque chose. Quelles sont les compétences que tout le monde devrait développer assez rapidement et qu'on peut faire par soi-même ou en étant aidé?
Hmm. Bah, je pense que si on pouvait faire un top 3, je dirais déjà en premier lieu l'adaptabilité, de savoir s'adapter. Mais l'adaptabilité derrière repose sur plusieurs autres compétences. Donc l'adaptabilité, donc c'est la capacité à faire face à une situation inédite, à changer de direction si besoin, et quelque part être agile, agile d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue intellectuel. Donc pour travailler l'adaptabilité, eh bien moi ce que je mettrais dedans, c'est déjà la gestion des émotions. Ne pas se laisser totalement envahir et déborder par les émotions, sachant que c'est souvent le cas en situation d'imprévu, de changement, de crise, etc. Donc la gestion des émotions se fait déjà par la compréhension des émotions. Donc il y a un petit exercice pour ça que je fais à chaque fois avec mes clients. Avec mes clients, en fait, on se retrouve tous les lundis matins. On a un rituel tous les lundis matins pour les gens qui suivent mon programme. Et tous les lundis matins, je pose toujours la même question parce que c'est un entraînement qui permet de développer cette compétence. Et là, cet entraînement permet de développer la connaissance de soi, l'introspection, la gestion des émotions. Et cette question, c'est comment ça va sur une échelle de 0 à 10. Et le fait juste de se poser cette question, ok, mais comment je vais vraiment? Parce que souvent on dit, ouais, comment ça va? Mais derrière, on a la réponse automatique, bah ça va. Il n'y a pas vraiment de. C'est dommage qu'on ne saisisse pas cette opportunité pour vraiment chercher en fait comment ça va vraiment en fait. Et rien que le fait de se questionner sur une échelle de 0 à 10, si je devais me donner une note de bien-être, qu'est-ce que je mettrais? Et de se questionner, ok, mais pourquoi j'ai donné cette note-là? Donc imaginons que là tout de suite, je pose cette question, je me mettrai à 8 et je me dis pourquoi je me mettrai 8? Parce que je me sens bien physiquement, j'ai le sourire, j'ai l'esprit clair et c'est rien que ça et de le faire régulièrement, c'est un entraînement de gestion des émotions et qui permet le fait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur permet du coup de ne pas se laisser submerger par ça. Parce que tout ce qui est inconscient, eh bien, on peut se laisser totalement emporter par ce qui est inconscient, alors que ce qui est conscient, on peut jouer là-dessus en fait. Et donc s'entraîner à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur nous donne un levier d'action pour pas subir ce qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, la gestion des émotions, c'est déjà la base pour pouvoir s'adapter. Et à partir du moment où on a commencé à s'entraîner à faire ça, et bien du coup, on peut travailler aussi une forme d'audace. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'audace et le courage, par exemple. Le courage, c'est j'ai un imprévu qui me tombe dessus. J'ai un événement qui me tombe dessus, paf, du coup, il faut que je prenne mon courage à deux mains pour me dépasser. Donc c'est important le courage, parce que ça nous permet de nous dépasser dans les moments imprévus qui nous tombent dessus. En revanche, l'audace c'est mieux. Pourquoi l'audace c'est mieux? Parce que l'audace, ce sont des défis choisis. C'est moi qui choisis quel dépassement je vais faire. Et pourquoi c'est mieux? Parce que comme c'est choisi, eh bien, il y a moins de stress, en fait. C'est, OK, là, je décide de faire une vidéo, même si je suis pas habitué à faire la vidéo. Donc, je prends mon courage à deux mains, entre guillemets, pour faire la vidéo. Et c'est une petite victoire. Et plus j'arrive à accumuler des petites victoires par de l'audace et et du coup de me poser la question comment ça va à l'intérieur, eh bien je commence à mettre un cercle vertueux en place. Et je me dis, si je suis capable de gérer mes émotions, de me dépasser, eh bien si il se passe quelque chose d'imprévu, je peux m'adapter. Je sais pas si j'étais clair là-dessus. C'est très très clair, c'est même donné d'autres idées, mais bon, c'est. Parce que dans l'audace, on est passé au deuxième, hein, au point numéro 2. En fait, là, je suis, si on fait une mind map, Parce que là, t'étais en top 3, je t'étais suis, adaptabilité, est-ce que t'es passé à l'audace? non, 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 là, je suis dans le détail de l'adaptabilité, en fait, parce que D'accord. toutes les soft skills sont connectées, hein, sur Non, rien mais que quand tu m'as pour. parlé, c'était très clair par rapport à l'audace, que ça m'a fait penser à quand on a des gens qui sont timides ou qui ont du mal à faire des choses, on leur dit au lieu de faire des grands bonds, faire comme on dit quand on mange un éléphant, tous les jours on va dire bonjour à quelqu'un si on est timide, et après le lendemain Mhm, on dira à deux, puis après on va dire en fait c'est pas si mal, j'ai pas été mangé, on m'a pas tué. Donc j'ai un peu, quand tu mhm, parles de l'audace, c'est de faire des choix, donc de se faire un peu de mal, de se sortir de soi-même, on va dire, et ne pas, c'est pas une histoire de courage, c'est juste que j'ai décidé aujourd'hui que je vais changer, donc je ferai des petits pas pour aller vers mon changement, et ensuite, à force de le faire, automatiquement, tu vas dire, voilà, je deviens audacieux. C'est un peu ça, hein. J'ai essayé de c'est. décrire, c'est ça? Oui, oui, en fait, c'est un des principes biologiques de la vie, en fait. Par exemple, pour le sport, le développement du muscle ne se fait pas dans l'effort, en fait. Le principe du développement musculaire, c'est quoi? C'est faire un effort
pour détruire la fibre musculaire qui, au repos, va se reconstruire encore plus forte, en fait. Donc là, on tombe on va dire, dans une autre compétence qu'on pourrait mettre en deuxième, qui est l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, c'est un concept qui a été développé par Nassim Taleb, pardon. Nassim Taleb, oui. Ouais, et qui parle d'antifragilité, qui consiste justement à se mettre en situation de fragilité pour se renforcer. Et par rapport, moi j'aime bien cette analogie du développement musculaire en fait. Et l'audace, c'est ça, c'est je fais un dépassement qui me met en inconfort, donc ça fait un peu mal entre guillemets, hein, mais c'est ce qui fait qu'après l'effort, du coup après le fait d'avoir digéré cet effort, j'en ressors plus fort. Et c'est ça le principe de la sortie de zone de confort en fait, et qui permet de développer sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable. C'est ça, hein, c'est pas hyper compliqué, c'est que j'ai confiance en moi si je me sens capable d'eux. Donc plus je vais oser des choses, plus je vais me sentir et que je vais accumuler des petites victoires, plus je vais me sentir capable. Et pour moi, souvent on me dit est-ce que la confiance en soi c'est une soft skill? Oui, parce que c'est une compétence que l'on peut développer, mais en même temps c'est le développement des soft skills qui permet de développer la confiance en soi. Pourquoi? Et là, on peut mettre la confiance en soi dans ce top des soft skills à développer également. Et finalement, la stratégie pour développer la confiance en soi par les soft skills, c'est quoi? C'est déjà de se dire que les soft skills, ce sont des ressources que l'on a en nous. Rappelez-vous, hein, il voyait Arnold Schwarzenegger pour rappel. On a tout ça en nous. Et à partir du moment où on les développe, eh bien, on développe ces ressources en nous. Et plus on a des ressources en nous, plus on peut faire face à des situations inédites. Donc, plus on se sent capable de faire face à n'importe quelle situation. Donc, si on se sent capable et compétent dans n'importe quelle situation, alors on se sent confiant. Donc là, pour moi, c'est toi qui aimes bien la simplicité. Pour moi, confiance en soi, c'est pas compliqué, hein. C'est plus on va développer ces compétences-là, naturellement, on va développer la confiance en soi. Mais ce qu'il faut comprendre, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut le faire, mais qu'il faut insister. C'est pas du jour au lendemain qu'on va passer de 0 à 1 et de 1 à 10. C'est qu'il faut travailler quasiment tous les jours, en fin de compte. Il faut que ça devienne une habitude. Ouais, moi je travaille beaucoup justement sur cette notion d'habitude et de rituel. Par exemple, tous les rendez-vous hebdomadaires, ça c'est un rituel, une habitude. Et c'est comme pour le sport en fait, hein. C'est quand tu t'es préparé au marathon, tu t'es pas dit bon je vais courir 24 km aujourd'hui, 24 km la semaine avant le marathon, et t'es prêt. Euh, Non. c'est pas En plus, passé comme ça, on est d'accord. ça aurait pas marché en plus. J'aurais mal au pied. Non, non. Voilà. Donc, c'est un entraînement régulier, entrecoupé de phases de repos qui ont fait que tu as pu développer les muscles, le mindset, les réflexes pour ensuite être capable de faire le marathon. Pour les soft skills, c'est pareil. C'est si mon objectif, c'est de développer ma confiance en soi, je vais pas tout de suite faire des trucs qui paraissent énormes et c'est bon, j'aurai la confiance en soi absolue. Non, c'est un process et c'est un chemin. Il y a un Comme pour process, mais tout aussi par chemin. rapport à ce que tu as dit, parce que même quand tu t'es inscrit, tu as dû remplacer donc, ton ami au championnat, c'est que dans tout métier, dans tout ce qu'on veut faire, il y a toujours des fondamentaux. Et souvent, ça tombe bien quand quelqu'un l'a fait avant nous. Il suffit juste de, entre parenthèses, répliquer, dire lui, il l'a fait comme ça, il a sa méthode. Après, on est un peu différent, mais voilà, il suffit juste donc de répéter ce qu'il a fait, donc s'entraîner. Moi, je savais très bien que le marathon, il fallait s'entraîner 3 mois avant. Même si j'étais une bêtise, je me suis entraîné beaucoup avant, donc je me suis blessé. Mais bon, il faut s'entraîner environ 3-4 fois par semaine, faire un nombre de kilomètres précis, manger d'une façon, se lever et tout. Enfin voilà, faire du gainage. Et puis voilà, après, les choses sont faites. Après, la nature fait les choses et comment tu peux aller au-dessus de ton entraînement, si possible, après pour certains. Voilà, mais il y a des compétences et des bases comme voilà. Moi, j'ai fait une petite erreur de base quand j'ai fait le marathon, j'ai pas changé de chaussures. Un truc tout bête, hein. Hmm. Hmm. Et j'ai pas pris si la bonne taille, donc il fallait prendre une taille au-dessus. Parce que quand tu fais le marathon, ton pied s'allonge. Et Hmm. donc, ce qui fait qu'au 8e kilomètre, déjà, je commençais à pleurer. Je l'ai fini, mais je ne l'ai pas fini dans le temps que je voulais. Mais si je le refaisais aujourd'hui, j'ai acquis ces compétences-là. Je me dis, mais il faut faire ci, ça, 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 ça. Et puis, je pourrais le faire assez facilement, entre parenthèses. Donc, Hmm. voilà. En fait, là, ce que tu dis, ça fait penser, on pourrait dire que on pourrait faire ça comme top 3 par rapport aux compétences qui nous semblent indispensables à développer à partir de 2020. Il y en a plus, mais si on pouvait résumer, on dirait qu'il y aurait l'adaptabilité, Oui. la confiance en soi, et là, la troisième que tu as dit, moi j'appelle ça la capacité à modéliser. Ah non, je reprends. Tu m'as dit adaptabilité, antifragilité. Ah, Surtout que moi, je la retiens parce qu'en fin de compte, je me suis rappelé que j'ai harcelé pendant un moment Nassib Taleb, que j'adore.
Et Ouais. malheureusement, parce que je sais qu'il parle français. Et bon, j'ai pas pu la voir, mais bon, je Parce vais qu'il est me. libanais, hein, je Ouais, mais il crois. parle très bien français, parce que dans son Ouais. premier, pas celui-là, hein, le premier c'est le Signe Noir ou un autre, je crois, parce que j'en ai Ouais, lu je l'ai, en c'est fait. The Black Swan, ouais. Voilà, et il parle de l'école qu'il a fait en France, Mhm. de son amour des écrivains français, donc je sais qu'il parle français, mais bon, Mhm. j'ai réessayé. Donc, excuse-moi, donc, entre fragilité et confiance en soi, on va dire les deux, et le troisième, c'était, Bah, du coup, la capacité à modéliser, ce que tu expliquais, modéliser. c'est de savoir. Alors, pour moi, modéliser, on peut le faire de plusieurs manières. On va en prendre deux pour exemple. Modéliser, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Ah, Et par exemple, on peut s'inspirer de personnes comme moi. Bah, j'ai modélisé des sportifs de haut niveau pour ma performance pour le championnat du monde de mind mapping. Mais je modélise également bah, d'autres entrepreneurs pour m'inspirer de ce qu'ils font, pour pouvoir faire à ma propre sauce. Et donc, quelque part, travailler sa capacité à modéliser, c'est déjà, identifier des mentors qui sont inspirants et de se poser la question, qu'est-ce que cette personne a fait que je pourrais tester. Et moi, c'est vraiment ça, c'est pas faire, hein, que je pourrais tester, parce qu'il y a des choses que des personnes font qui sont peut-être pas adaptées à nous par rapport à nos modes de fonctionnement et à notre réalité. Euh, et, euh, et du coup, bah, l'idée, c'est de s'inspirer de ces mentors pour tester des choses et se créer sa propre recette. Donc, on peut modéliser des mentors de cette manière-là, mais on peut aussi modéliser des systèmes ou des concepts. Par exemple, là, si on parle des entrepreneurs, eh bien, par exemple, donc je me forme, hein, mais en termes de marketing, je fais plus modéliser que me former. Je regarde les entrepreneurs leaders de mon marché et je me dis, OK, comment ils communiquent par email? Je regarde leurs emails. OK, je m'inscris à leur newsletter et je regarde comment ils font. Je dis, tiens, OK, qu'est-ce que je peux tester de ce qu'ils font sans copier pour voir si ça marche de mon côté avec mon audience. Et voilà, je vais tester les emails. Après, je vais tester Instagram, je vais tester LinkedIn. Et du coup, en modélisant bah, ce qu'ils font, donc pas eux directement, mais ce qu'ils font et le faire à ma sauce, eh bien, c'est là qu'on peut identifier, en effet, comme tu disais tout à l'heure, Thierry, bah, les fondamentaux. Et pour moi, bah, cette compétence modélisation est hyper importante parce que c'est ce qui permet l'auto-apprentissage. Donc, tout à l'heure, tu posais la question sur l'apprentissage. Bah, le fait d'apprendre en s'inspirant et en testant, eh bien, c'est pour moi un cercle vertueux de résilience parce que du coup, si on apprend tout le temps et on s'inspire tout le temps, on aura toujours de nouvelles idées, toujours de nouveaux tests. Et parce que sinon, si on fait tout le temps la même chose, comme le disait Einstein, eh bien, on aura toujours les mêmes résultats. Et ça, c'est le syndrome de la folie, hein, de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. je sais pas si c'est la folie ou la stupidité, mais bon, il doit y avoir un lien. Mais un truc qui est bien par rapport à ce que tu dis, donc modéliser, parce que ça me fait rappeler à la phrase de Tony Robbins qui dit voilà qu'il faut pourquoi s'embêter à aller créer des choses, qu'il faut juste simplement émuler ce que les gens ont fait. C'est pas tricher que d'émuler, comme tu dis, il ne faut pas copier. Mais dans ces cas-là, souvent, on reste quand même un suiveur. Est-ce qu'on peut développer des compétences de visionnaire, ou est-ce que ça, c'est vraiment un truc inné, ça sert à rien, et s'il y a Steve Jobs, il y a tout ça, une personne normale, est-ce que, comme souvent on dit, voilà, un jour le maître dépasse, Alors, enfin, je te coupe, hein, l'élève mais dépasse parce que tu m'as dit, comme tu m'as coupé, je me permets de te couper aussi. Là, tu as dit un mot qui m'a fait tilt. C'est pour moi, c'est pas du tout une compétence de suiveur. Pas Ah, du tout. Parce que tu prends Arnold Schwarzenegger, par exemple. mhm, Arnold Schwarzenegger, il est souvent décrit comme un self-made man, quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il va dire toujours, il ne s'est jamais fait tout seul. Et tu vas prendre tous les plus grands personnages inspirants, parce que une de mes activités principales, c'est la modélisation. Eh bien, tu vas prendre toutes ces personnes-là, sauf si il y a un énorme problème d'ego et de narcissisme, ces personnes-là ont toujours été inspirées par d'autres personnes auparavant. tout à fait. Et pour moi, modéliser, ce n'est pas du tout une compétence de suiveur. Il n'y a pas une opposition entre la modélisation et le visionnaire. Donc, par exemple, la créativité, il y a une créativité qui peut, comme le disait Steve Jobs, qui consiste à créer du lien là où les choses existent déjà. On va dire une créativité appliquée. Et après, on peut avoir une créativité peut-être plus impulsive, intuitive et foudroyante, où là, on a une idée foudroyante qui vient, entre guillemets, de nulle part. Donc là, c'est autre chose. Et on peut avoir une vision de ce côté-là. Euh, alors désolé, je t'ai coupé, mais Non, mais tu as répondu à ça me ma semblait question. hyper important de Non, dire mais tu ça. as répondu à ma question, parce que j'allais dire, est-ce qu'à force de modéliser,
À force, on va faire comme on fait dans les arts martiaux ou d'autres, où à force l'élève dépasse le maître parce qu'il a appris, il a donc une base et un bon socle de modélisation. Et à un moment ou à un autre, il va juste créer, des fois on crée sans faire exprès en plus. Là, on parlait de plein de gens connus, mais souvent, il y en a plein qui l'ont fait sans le vouloir. Ils ont fait des choses, ils sont devenus bons sans faire exprès. À un moment, ils ont une idée, bon, bah, elle a marché. Mais est-ce que donc, à force de modéliser, mais tu as répondu en fin de compte, à force de modéliser, on a des bases et un jour on crée ou on est visionnaire sans l'être, sans le vouloir des fois. Des fois, on a décidé, des fois, on n'a pas décidé, juste qu'on a fait un truc qui était à part et on a dit que c'était une vision. En fait, c'est pas une vision, c'est juste que tu as essayé, ça a marché, quoi. Mais Oui, alors après, je pense, répondu. là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis. C'est ce que tu as dit aussi, c'est l'élève dépasse le maître. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que bah, je suis un compétiteur, mais en même temps, je suis plus un croyant de la co-construction et de l'entraide. Donc, pour moi, il n'y a pas de dépassement du maître, il y a juste une autre voie qui a été prise. Et pour ma part, et c'est pour moi la puissance des soft skills, c'est que chaque personne est unique. Donc, si par exemple, toi, tu t'inspires de Arnold Schwarzenegger, par exemple, et que moi aussi je m'inspire de Arnold Schwarzenegger, eh bien, on ne fera pas du tout la même chose, même si on s'est inspiré tous les deux de la même source d'inspiration, parce qu'on est tous les deux uniques. Et je pense que l'enjeu, en fait, aujourd'hui, et on a ce luxe-là aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on a la capacité de vraiment être singulier et d'incarner ce qu'on a vraiment envie d'être, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, derrière la question des soft skills, et au-delà de la performance, c'est quelle est la personne que j'ai envie d'être. Et par exemple, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand je me suis fixé l'objectif de devenir champion du monde de mind mapping, je ne me suis pas juste donné comme objectif d'obtenir le titre de champion du monde de mind mapping. C'est que je me suis fixé comme objectif de devenir champion du monde de mind mapping. Et de voir, et du coup, derrière cet objectif, je me suis posé la question, quelle est la personne que j'ai envie de devenir pour pouvoir atteindre cet objectif? Et là, je me suis rendu compte, pour ça, j'ai envie de devenir une personne créative. J'ai envie de devenir une personne disciplinée. J'ai envie d'être une personne qui est de l'enthousiasme. Et, euh, et cet apprentissage, vraiment, pour moi, c'est encore beaucoup plus puissant que le titre. C'est que ça a été vraiment l'aventure, le chemin qui m'a permis de me développer. D'ailleurs, tu parlais du développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est une affaire de soft skills, entre guillemets. C'est j'ai un objectif, un rêve quelque part, et je profite de cet objectif comme opportunité d'évolution. Me dire comment cet objectif va me permettre de devenir la personne que j'ai envie d'être en termes de soft skills. Parce qu'après, derrière, on n'est pas dans la psycho. Enfin, moi, je ne travaille pas dans la psychologie, je ne travaille pas sur les croyances ou les valeurs, parce que c'est plus de l'ordre de l'identité. Donc, je ne travaille pas sur l'identité de mon côté. Moi, je travaille vraiment sur les compétences. Et je suis parti un peu loin, mais je sais pas si ça a mis de Non, non, l'eau au moulin. bon, moi qui adore le développement personnel, même si je l'aime comme toi, je l'aime quand il est pratique, pas juste quand il est côté loi d'attraction où il faut juste rêver et penser que ça va arriver. Donc là, c'est plutôt se dire qu'on va avoir une compétence, qu'on va travailler, qu'on va avoir un chemin et s'imaginer la compétence qu'on va avoir, qui on veut être. Et non, je pense que c'est très puissant et c'est même plus facile, enfin pas plus facile, mais quand on a un modèle, c'est plus facile de voir parce qu'on sait à quoi on va ressembler, entre parenthèses. Donc, quand on a un modèle, quand on a quelque chose, quelqu'un qu'on suit, on va dire, voilà, je vais faire comme lui, même si. L'objectif, il sert à ça en fait, hein. Comme disait Bruce Lee, l'objectif ne sert pas forcément à être atteint, mais à donner une direction. Et en fait, ce qui est intéressant avec un objectif, c'est que si plus on s'entraîne à en fixer, avec des bons outils, hein, comme la méthode SMART, etc. Pour moi, un bon objectif, c'est quoi? Quand on ferme les yeux, j'arrive à visualiser une scène. Donc, par exemple, quand je me suis dit, le champion du monde de mind mapping, c'est quoi? J'arrive à me voir avec la mind map que je réalise, que je suis en train de réaliser, me voir en train d'avoir la coupe, etc. Et pour moi, ça permet d'avoir vraiment la personne que j'ai envie d'être. Parce que j'arrive à le voir, en fait. Mais c'est pas juste fermer les yeux tous les jours et visualiser ça qui fait que je vais devenir cette personne en fait. Ou le dire, parce que souvent, la phrase qu'on dit, c'est se dire tous les matins, dire, je veux devenir ça. Ce qui paraît, ça va faire travailler le subconscient. Mhm. Et souvent, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Des fois, ça a marché. Alors, je sais pas Mhm. de quelle façon ça a marché, mais pour revenir un peu sur le mind mapping, parce que je pense que tu l'as répété plusieurs fois, en plus, tu
es champion, donc tu vas nous dire comment on peut nous faire. Est-ce qu'il faut des logiciels? Est-ce qu'il faut juste prendre un papier, un stylo et parce que souvent on dit voilà, pour réussir, et il y a plein, et ça, plein d'entrepreneurs le disent, que l'objectif c'est important et de l'écrire. Voilà, parce que les paroles s'envolent et les écrits restent, qu'il faut tous les matins regarder son objectif, le soir aussi le lire, l'avoir devant ses yeux, donc l'avoir sur son bureau, là, j'ai oublié comment on appelle ça, la page que tu ouvres quand tu ouvres ton ordinateur, sur tout le téléphone. Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont avec ça? Alors, par rapport à cette question sur les objectifs et se répéter, du coup, là, ça touche à la préparation mentale qui est importante, il y a de se conditionner pour aller dans une direction. Donc, personnellement, moi, je pratique la préparation mentale. Donc, je pratique la visualisation, je rédige mes objectifs également pour apporter de la clarté. D'ailleurs, il y a une étude de Harvard, je me rappelle plus du nom du professeur de Harvard, mais qui a noté que à travers son étude, la chance d'atteindre son objectif est augmentée de 47% à partir du moment où on l'écrit par rapport à si on le verbalise uniquement de manière orale. Donc oui, le fait d'écrire ses objectifs d'un point de vue scientifique augmente ses chances de l'atteindre, bien entendu à partir du moment où on avance et on passe à l'action. Donc pour moi, la préparation mentale, c'est comme pour le sport, c'est avant l'action. Mais ça veut dire que si je fais que la préparation mentale sans action, ça sert à rien en fait. Donc ça, c'est ma croyance. Mais donc par exemple, je fais de la préparation mentale avant de lire, avant de réaliser une mind map, avant de faire une conférence. Et ça prépare, ça conditionne mon cerveau à la performance. Et donc il faut de la performance derrière en fait. Donc pour moi, c'est utile à partir du moment où c'est corrélé directement à une action. Et quand tu parles de préparation mentale, c'est quoi précisément? Donc j'ai plusieurs leviers là-dessus. Donc il y a déjà calmer le mental. Par exemple, moi j'ai tendance à penser beaucoup, à être parasité par plein de choses, comme je fais plein d'activités, je pratique mind mapping, etc. Donc le fait de calmer nos mental par des techniques de respiration, des techniques de concentration, comme par exemple la cohérence cardiaque, eh bien déjà ça permet d'apaiser le mental pour laisser de la place à la nouveauté et être plus présent. Parce que la performance se réalise dans le présent. Une fois qu'on a réussi à calmer le mental par de la préparation, de la respiration ou de la concentration, eh bien, pour ma part, c'est la visualisation. Et pour moi, je pratique deux types de visualisation qui sont complémentaires. La visualisation de l'objectif à atteindre. Donc, par exemple, si je veux faire une conférence, et pour que mon objectif c'est que les personnes à la fin de la conférence passent à l'action, eh bien, je visualise ces personnes en train de passer à l'action. Mais c'est pas suffisant. Je visualise également le processus, les étapes qui me permettent d'atteindre l'objectif. Donc là, je fais en version accélérée. Si je reprends cet exemple de la conférence, eh bien, je me vois en train de parler d'une certaine manière, de dire certains messages, de partager certains outils qui me permettent d'atteindre cet objectif. Et une fois que j'ai visualisé l'objectif à atteindre et le processus qui me permet d'y arriver, eh bien là, j'ai, on va dire, ma préparation mentale qui est terminée. Et ça prend pas une heure, hein. Moi, je fais la préparation mentale toutes les semaines avec mon équipe, justement, et on peut, je chronomètre et à chaque fois, on le fait en 3 minutes. 3 minutes? D'accord. Ouais, Là, je vais juste t'embêter de challenger. Parce que quand tu ouais. parlais, ça m'a fait rire. Mais tout le monde fait une préparation mentale quand ils vont dormir le soir, ils rêvent. Mais le matin, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est quoi la différence entre rêver et la préparation mentale? La préparation mentale, c'est une démarche consciente et intentionnelle. Ah, oui, sûr. Je choisis, donc je me donne 3 minutes par exemple, ou je me donne 1 minute et je choisis de me connecter au moment présent et je choisis d'observer ma respiration. Donc j'ai l'intention d'être présent, j'ai l'intention de suivre ma respiration et je fais consciemment. Ensuite, je vais fermer les yeux et je vais choisir qu'est-ce que je vais visualiser dans ma tête. Je vais choisir les étapes. En fait, pour moi, la préparation mentale, c'est plus de l'ordre de la simulation, surtout pour la visualisation. Pour moi, c'est de la simulation, comme si tu entrais dans un simulateur en 3D. Alors que le rêve, alors après, il y a des personnes qui pratiquent le rêve lucide, il y a des techniques et tout ça que je ne pratique pas, mais la plupart des personnes, le rêve, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'inconscient et du non choisi, quoi. Sauf si on arrive à se conditionner pour ça.
Donc pour moi, c'est ça la différence. C'est que la préparation mentale, c'est conscient et intentionnel. Et c'est marrant que tu me parles de ça. Alors, je sais pas si tu connais cette histoire de. Tu parles anglais ou pas? Je pense que oui, hein. Ouais, du coup, comme je vis, ma femme est Ah bah oui, tu es à britannique et Londres. ça fait 7 ans que je vis à Londres, ouais, Est-ce que tu je connais suis à cette l'aise avec histoire? l'anglais. Tu parles de Tony Robbins, ça me parlait d'un exemple qu'il donne souvent. Alors, je sais pas si tu vas t'en rappeler. Moi, chaque fois, je me rappelle, mais je le dis mal. Oui, ils ont fait l'étude de trois personnes. Et donc, il y en a un qui tirait pour s'entraîner, pour devenir meilleur au basket. Il y en a un qui tirait, qui s'entraînait. Il y en a un qui rêvait, qui pensait à ses paniers, et l'autre qui faisait les deux. Et il y avait un résultat donc plus important sur la personne, bizarrement, qui avait que visualisé, qui mettait les paniers, qui s'entraînait. Si je ne me trompe pas, mais je suis pas sûr. Je sais pas si tu connais cette histoire-là. Je crois que j'ai vu ça quelque part, mais après, moi, je dirais au-delà des études scientifiques, moi, c'est tester en fait. C'est tout ce que je dis là, c'est que des choses que je fais qui marchent pour moi. C'est pas la vérité. Tu Je veux suis dire pas que du ça va tout dépendre des gens qui font ça, donc exact. tester Et ce c'est qui pour marche ça qu'à forcément. chaque fois, dans le process, je pars toujours du mot tester. Je vais éviter autant que possible. Si je dis il faut que ou vous devez, c'est une erreur de ma part parce que j'essaye de bannir ça de mon vocabulaire. Ouais, ça fait Pour moi, trop, il n'y a pas ça de fait trop, il ça faut fait trop que. gourou qui te dit voilà, il y a une méthode et c'est celle-là, voilà. Chacun a Ouais. sa méthode. Et bah pour moi déjà par principe, c'est chacun est unique, chacun est singulier, chacun a ses contraintes, chacun a sa réalité. Donc ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément sur les autres. Par contre, j'invite à tester, de voir si ça marche. Et peut-être que ça marche, mais si ça marche pas, bah tester autre chose. Mais d'avoir toujours cette curiosité et également de se dire, bah, comme tu disais, que tout change et que les gens changent. D'ailleurs, le corps change, c'est-à-dire que il y a 7 ans, toutes les cellules que tu avais il y a 7 ans n'existent plus aujourd'hui parce que le corps se régénère en moyenne tous les 7 ans en fait. Donc même d'un point de vue biologique et cellulaire, tout le monde change. Donc quelque chose Même qui... plus que ça, parce que j'ai fait un interview hier, parce que j'ai un autre podcast sur la santé. Et il y Mhm. avait une naturopathe et on parlait du microbiote. Elle Mhm. expliquait que les bactéries, en fin de compte, il y a plus de 100 milliards de bactéries et que toutes les Ouais. 20 secondes, il y a 2 ou 3 millions qui se régénèrent. Enfin, un truc de malade. Moi, j'étais même perdu dans cet épisode. Donc, je mettrai le lien pour ceux qui veulent l'écouter. Donc, oui, comme tu dis, donc ça change beaucoup. Je te laisse finir, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, mais c'est juste pour terminer sur le fait que d'ailleurs, un truc qui marche aujourd'hui ou qui marchait hier ne marchera peut-être pas demain en fait. Et c'est ok. Par exemple, moi j'ai souvent on parle dans ce milieu du développement personnel. Moi, je me positionne pas du tout là-dedans. Pour moi, je fais des soft skills, je fais pas du développement personnel. Pour moi, c'est différent. Parce que souvent on parle de mission de vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas, par exemple. Parce que pour moi, derrière, ça veut dire qu'on a une mission pour la vie et c'est ça et rien d'autre et que ça changera jamais. Et pour ma part, bah, les gens changent, la vie change et on est dans une société où on a la chance aujourd'hui, dans notre génération, de pouvoir vivre plusieurs vies en une. La vie que j'avais quand j'étais encore à l'île de la Réunion, n'est pas du tout la même que quand j'ai été à Poitiers ou quand j'étais au Japon ou quand je suis à Londres aujourd'hui. J'ai eu plusieurs vies. Et donc, du coup, comme j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs missions, j'ai eu plusieurs modes de fonctionnement qui étaient différents. Et c'est OK. Donc, moi, vraiment, mon message, c'est vraiment de dire de tester et de jamais prendre pour acquis, en fait. C'est jamais acquis. Parce Ah qu'en bah, plus, le monde change. ouais, bah c'est surtout actuellement, donc c'est important de le préciser, de le redire, parce que certains, même pour des fois, on a des réussites, il faut faire attention quand on a des réussites, hein. Je crois que c'est même Grant Cardone qui dit ça, qui dit que souvent quand on réussit, il faut faire attention, parce que voilà, on peut pas toujours monter, mais à un moment on va redescendre, donc voilà, c'est même là qu'il faut se méfier, parce qu'on est, Mhm. on est cool, on dit ah, tout se passe bien, la vie va bien, et en fin de compte, il va y avoir un problème, c'est logique. Juste une question, parce que souvent quand on a parlé, tu as parlé beaucoup de concentration, est-ce qu'une personne qui fait du yoga, enfin pas du yoga, de la méditation a un avantage par rapport aux soft skills? Elle pourra donc faire tout ce que tu viens de dire, se concentrer et avoir une meilleure visualisation naturellement. Ben, en fait, si la personne pratique de la méditation ou qu'elle pratique même des arts martiaux ou du yoga, eh bien, oui, forcément, c'est des pratiques qui mobilisent ses compétences. Donc moi, je réfléchis vraiment en mode, quelles sont les pratiques que je fais et dans chacune de ces pratiques, quels sont les soft skills qui sont mobilisés. Par exemple, pour le Kung Fu, le Wing Chun, eh bien, je vais travailler au-delà de la partie physique, bien entendu. J'ai travaillé la concentration, j'ai travaillé l'écoute, j'ai travaillé l'observation, j'ai travaillé la vitesse de décision, parce que chaque fois on doit choisir une stratégie, une tactique. Et donc rien qu'avec le Kung Fu Wing Chun, je développe
à chaque fois ses compétences. Pour le yoga, eh bien, je vais travailler la concentration, je vais travailler la présence, je vais travailler l'intelligence émotionnelle, parce que quand on fait de l'inspiration sur un mouvement, eh bien, on a des techniques aussi en yoga où on va inspirer de la joie et expirer de la paix, par exemple. Donc, il y a aussi la visualisation. Pour la méditation, on travaille la concentration, la présence, l'observation, la connaissance de soi, parce qu'on s'observe soi-même, on observe ses pensées. Donc oui, toutes ces activités sont des entraînements de soft skills. Mais il n'y a pas que ces activités-là qui permettent de travailler ces soft skills. Par exemple, la lecture. La lecture, pour pouvoir lire, on a besoin d'être concentré. On a besoin de visualiser également pour pouvoir se créer des images dans sa tête. On a besoin de mémoriser pour se rappeler ce qu'on a lu. Donc il y a toutes ces compétences. Donc je dirais que, quelle que soit son activité, eh bien, réfléchissez à quels sont les soft skills que vous développez grâce à cette activité. Et donc, oui, forcément, si vous développez ces compétences dans ces activités-là, eh bien, cela vous sera plus simple pour vous d'activer ces compétences-là dans une autre situation. Donc, les personnes qui pratiquent le yoga, les sports de combat, les arts martiaux et la méditation, par exemple, et qui ont développé ces capacités de concentration, alors seront plus à même à entrer en état de concentration au travail, pour rédiger un email, pour pouvoir prendre la parole en public. Donc oui, il y a un effet de transversalité qui est évident pour les soft skills. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités qui sont naturelles? Bon, là, on a parlé de méditation, de sport de combat, mais peut-être pour ceux qui n'aiment pas ça, qui sont peut-être pas dans ce monde-là, qu'on pourrait faire naturellement, développer, est-ce qu'il y a une activité que les gens pourraient faire et développer des compétences sans en prendre conscience, entre parenthèses, hein, Mhm. que tu Par conseilles? exemple, pour la course à pied, déjà, tu travailles la discipline, la force de volonté, parce que quand tu démarres en course à pied, tu vas pas forcément en disant ouais, je vais faire la course à pied. Au départ, d'ailleurs, je crois que t'en parlais en plus avec Vincent, je crois, le fait que il faut savoir aussi faire preuve de force de volonté. Donc ça aussi, c'est une compétence que l'on développe quand on fait la course à pied. Donc on travaille la capacité d'endurance. Et l'endurance, c'est pas que physique, c'est mental aussi, la capacité à endurer. Et ça, c'est une compétence. Si vous êtes capable d'endurer de la douleur ou de l'inconfort en course à pied, vous êtes plus à même de pouvoir endurer également au travail. La course à pied, ça peut être des sports collectifs également, où là, on va développer des compétences plus de l'ordre collectif, hein, l'intelligence relationnelle, le fait de pouvoir partager, etc. Donc, en fait, comme les soft skills, ce sont des compétences humaines, toute activité, toute activité mobilise des soft skills, quelle qu'elle soit. Par exemple, rien que le fait de passer un dîner avec sa conjointe ou son conjoint et de le faire consciemment, de le faire avec l'intention de passer un bon moment, eh bien, vous travaillez votre écoute. Vous travaillez également, si en plus vous êtes en train de manger, vous travaillez également l'observation des sens. Vous êtes en train de travailler votre créativité pour trouver des sujets ou d'amorcer des sujets de conversation. Donc, tout est soft skills en fait. D'accord. Là, tu as rassuré tout le monde, parce qu'on a beaucoup parlé de sport de combat, donc certains sont inquiétés, je pense, et du sport, donc ceux qui ne sont pas sportifs. Donc oui, donc ouais. Et surtout, donc, tu répètes bien, être en compte toujours conscient de ce que l'on fait pour voir ce qu'on apprend entre parenthèses. Parce que Oui, souvent, parce que on en ne sait fait, pas ce qu'on fait. de toute façon, on utilise des soft skills tout le temps de manière inconsciente. Mhm. C'est parce que même pour faire un mouvement, tu es obligé, donc tu mobilises toujours des soft skills quoi qu'il arrive. Mais plus tu vas le faire, tu vas conscientiser ça, plus tu vas pouvoir avoir un pouvoir de décision et un pouvoir d'action. Si là on rentre dans le système, tu sais, tout ce qui est inconscient, en fait, tu peux pas forcément l'utiliser consciemment parce que c'est inconscient. Mais à partir du moment où tu sais que consciemment, tu peux mobiliser ta concentration. Eh bien, c'est pas l'externe qui va te forcer à te concentrer. Parce que quand tu es inconscient, en fait, c'est souvent des éléments déclencheurs qui activent un mode de fonctionnement. Donc, si inconsciemment tu as développé ta concentration, eh bien, ça doit être un élément déclencheur, donc souvent externe, qui t'oblige à te concentrer. Donc, du coup, tu es passif, tu es réactif. Alors que si c'est conscient, ben, tu peux choisir. Donc, du coup, tu es proactif. Donc, ça change tout en termes de mindset. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre qu'un élément extérieur t'active ton mode de concentration. Tu peux le choisir. Et du coup, ça te donne le pouvoir, en fait. Le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais il vient de l'intérieur.
comme ce qui s'est passé avec la crise, quoi. Donc, ça nous a obligés à bouger un petit peu. Mais c'est étrange que tu parles beaucoup donc du conscient et pas de l'inconscient, parce qu'on m'a toujours dit, j'écoutais quelqu'un, je sais pas, que tu dois peut-être connaître, Bob Proctor, et plein de Mhm. gens dans son environ qui dit qu'en fin de compte, le contraire, c'est plutôt la base vient de l'inconscient. Il faut travailler sur l'inconscient pour ne pas s'embêter, en fait, quand tout va se faire tout naturellement. Si tu travailles sur Bah, après, moi, je suis pas hypnothérapeute ou psychologue, donc je n'ai pas étudié la psychologie, l'étude du coup de l'inconscient. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de D'accord. l'inconscient et comment travailler l'inconscient, parce que je ne sais pas comment travailler l'inconscient. J'ai testé des trucs, j'ai testé les mantras, j'ai testé le conditionnement. Je pense que ça aide. Par contre, pour moi, c'est plus simple, en tout cas, d'activer des leviers et d'avoir des résultats quand c'est conscientisé en fait. Ouais, t'es plutôt réactif. T'es un peu, j'ai vu cette phrase de Mark Tyson qui disait, voilà, tout le monde parle, tout le monde est conscient, mais quand quelqu'un va te mettre le poing sur la tête, là, comme par hasard, tout le monde réagit. Il n'y a pas mieux comme truc pour réagir. Euh, Juste avant de finir, donc, parler un peu du mind mapping, parce que bon, on en a parlé, on a rebondi rapidement. Quel conseil tu donnerais donc pour réussir à faire du mind mapping et bien le faire? Alors déjà donc le mind mapping, alors ça c'est un exercice intéressant comme il n'y a pas de visuel. Déjà c'est donc le mind mapping, c'est un outil de prise de notes visuelle où on part du centre et après on fait des branches qui partent du centre qui vont vers l'extérieur comme une neurone, comme l'image d'une neurone en fait. Et c'est un outil qui est utile dans plein de situations différentes. Donc c'est un outil qui est super pour synthétiser, pour de la créativité, pour pouvoir s'organiser. Donc moi ce que je dirais c'est déjà de se renseigner sur à quoi ressemble une mind map, mais selon Tony Buzan, hein, parce que c'était lui le créateur. Et d'éviter des raccourcis intellectuels où on dit bah ça c'est une mind map alors que c'est pas du tout une mind map en fait au sens où Tony Buzan l'a conseillé. Et du coup, vous pouvez taper sur Internet, hein, mind map, vous pouvez taper mind map Jérôme Moirot, vous allez trouver des trucs aussi, par exemple. Et, et après, de modéliser. Voilà, comme j'ai fait. Donc, on a. C'est-à-dire que vous trouvez des vrais mind maps, en fait, selon Tony Buzan, et après, vous dites, OK, je vais tester, et de vous dire, par exemple, vous allez vous rendre compte que le mind mapping selon Tony Buzan, eh bien, c'est toujours un seul mot par branche. Donc, vous écrivez un mot sur une branche et jamais un groupe de mots, encore moins une phrase. Donc, ça, c'est une contrainte importante. Et ma recommandation pour tester le mind mapping et voir si c'est fait pour vous, eh bien c'est ça, c'est déjà de voir à quoi ça ressemble. Ensuite, d'essayer de modéliser et de voir si c'est quelque chose qui vous plaît, de tester. Et après, de relever des défis. Moi, je fonctionne que par défi quand je forme au mind mapping et d'avoir des défis, de dire, OK, j'ai un petit texte, je vais le transformer en mind map. J'ai une liste de tâches, eh bien, je vais la transformer en mind map. Et de vous donner des défis, voir si ça vous plaît, et si vous prenez au jeu, de continuer. Qu'est-ce que tu veux dire par prendre un objectif, enfin, ou plutôt un texte, et le transformer en mind map? C'est-à-dire que tu fais vraiment un neurone d'un cerveau et tu mets à chaque fois, parce que là, c'est marrant, tu parles de ça. Je suis devant un mind map sur Google Images. Il y en a un qui est bien fait et l'autre où il y a plein de trucs dans tous les sens. Il y a une branche, il y a plein de mots. Voilà, donc c'est comment tu prends du texte et ton objectif et tu le mets sur un mind map par rapport à ce que tu as dit. Attends, du coup, c'est compliqué sans visuel. Est-ce que je peux t'envoyer un exemple pour que je t'explique T'embête pas comme on est en podcast, ça va être compliqué. Donc je dis, on va Ouais, aller regarder ton site, ça va être plus simple. Euh, ouais, en fait, déjà, une mind map, déjà, c'est l'objectif d'une mind map, c'est de clarifier, de simplifier l'information. Donc, si tombez sur une carte et vous dites, je sais pas comment, je sais pas quoi regarder, Ben, c'est pas bon. c'est ce que je dis. Il y en a une que je vois qui est très bien, qui est bien faite en plus, C'est pas bon. qui a différentes. Modélise pas ça. Non, non, je te parle une qui a différentes couleurs et où il y a un seul mot, comme tu as dit, et Ouais. l'autre où il y a trop de trucs, c'est chargé, c'est super lourd. Voilà quoi, c'est une catastrophe. C'est vraiment de commencer vraiment de manière simple. Et un exercice que je recommande, enfin, je commence toujours par cet exercice quand je forme mind mapping. C'est de commencer une carte sur soi. Donc, c'est par exemple de commencer, donc si tu veux tester Thierry, tu peux commencer à prendre une feuille. Donc, je recommande, tu posais la question logiciel ou pas logiciel. Moi, je recommande toujours de commencer par les feuilles et les feutres.
parce que même d'un point de vue cérébral, les études scientifiques montrent que le fait d'utiliser ses mains va mobiliser plus de zones neuronales et du coup va être mieux pour le cerveau. Donc commencez d'abord par les feutres et la feuille. Et commence au centre à mettre ton nom. Donc par exemple Thierry. Et après, Ok. tu vas réfléchir à quels sont les 4 mots-clés qui te définissent. Si en tout cas, quelqu'un te pose la question qui est Thierry Henry en 4 mots-clés, c'est quoi les 4 mots-clés? Ambitieux, fou, courageux et le troisième, j'ai du mal là. Super cool, ou gentil, je sais pas. Voilà, tu peux mettre gentil, voilà. C'est une Voilà, vraie qualité. D'ailleurs, mon prochain bouquin est sur ça. voilà. Bah, du coup, c'est comme tu as tes 4 mots-clés, et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire tes 4 mots-clés de manière, on va dire, harmonieuse. C'est-à-dire, tu vas pas les mettre tout tassés. Tu vas mettre 2 mots-clés à droite, 2 mots-clés à gauche, par exemple, et Ouais, tu vas les souligner et pour les relier à l'image centrale. d'accord. Donc, du coup, là, t'as ton image centrale, qui est ton nom, et tu as tes 4 branches principales, qui sont tes 4 mots-clés. Et donc là, tu as déjà le squelette de la carte. Et à partir de là, eh bien, tu vas compléter chaque branche en disant, bah, ok, tu disais courageux. Bah, pourquoi tu as mis courageux? Quels sont les défis que tu as relevés qui t'ont dit que tu as été courageux? Il y en a plein, mais oui. Donc là, tu peux choisir le top 3 pour pas tomber dans cette carte trop remplie. D'accord. Donc tu mets ton top 3 des choses qui disent que tu es courageux. Ok. Après, tout à l'heure, donc c'était quoi ton deuxième mot-clé? Ça devait être fou ou ambitieux, je crois. Ok, donc si tu mets ambitieux, bah, tu peux mettre tes trois ambitions, ton top 3 de tes ambitions, par exemple. D'accord. Après, Ok. tu parlais de gentillesse, de gentil, bah, tu peux mettre trois éléments ou 3 éléments qui font que bah, tu te dis que tu es gentil. Donc ça peut être bah, partage par rapport au podcast, ça peut être de l'affection, enfin, voilà, tu as peut-être plein de manières d'exprimer ta gentillesse. Et ben là, tu as tes branches de deuxième niveau, donc tes branches de premier niveau, tes branches principales, donc ce sont tes 4 mots-clés. Et après, bah, tu as tes branches qui vont partir de ces branches principales, qui vont compléter ce mot-là, avec des branches de deuxième niveau. Et tu peux continuer comme ça, mais pas trop pour que ça soit lisible et agréable. Et après, bah, pour aller plus loin, bah, donc là, c'est le plus simple en fait, hein, c'est à chaque fois un seul mot et tu écris sur la branche, pas dans la branche, mais sur la branche. Et après, bah, pour aller plus loin, tu peux t'amuser à mettre des pictogrammes, à mettre des petits dessins, des couleurs, etc. Parce que le cerveau aime ça. Mais fondamentalement, on commence par ça pour le mind mapping. C'est très bien décrit, parce que là, je l'ai fait pendant que tu parlais. Même si j'ai été plus vite, comme toujours, je suis plutôt fonceur, donc j'ai fait une petite bêtise, mais là, ça va. Et je suis plutôt content pour ceux qui écoutaient et qui avaient un papier et un stylo. Ils l'ont fait aussi en même temps. Bon, ceux qui étaient en voiture, malheureusement, ou en métro en train de faire du sport, bon, il faudra réécouter l'épisode, ça tombe bien. Donc, il faut toujours écouter avec un papier et un stylo. On retient mieux quand on parle de mémoire. Oui. Bon, mais grand merci, Jérôme. On va donc passer aux 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Ok. À moins que tu aies un truc à rajouter. Ouais, j'en aurais plein. Et Tu sais, ouais, comme tu as pu sujet. l'entendre, là, je suis passionné. J'ai tellement de choses à partager. Mais je pense que là, on a quand même couvert pas mal de trucs. Ah non, je pense que c'était vraiment très bien. Je crois que c'est la première fois que je remplis 3 pages. Donc, non, non, je vais faire un grand résumé de l'épisode. Donc, Jérôme, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Je fais déjà plein de trucs en fait. J'ai déjà énormément de choses. Mais un truc que j'adorerais avoir, que je ne fais pas encore, et un truc auquel je sais pas pourquoi, c'est un petit fantasme, et un truc que j'ai toujours pensé, mais que je sais pas si je ferais, c'est d'avoir un food truck pour la cuisine réunionnaise. De le Ah, faire et de le faire là où je vis, par exemple à Londres, mais si demain je bouge, eh ben, je vais faire ailleurs, avec les pains américains, les pains bouffons, les rougail saucisses, avec toute la cuisine réunionnaise. ben moi, j'ai ma femme qui me ramène tous les vendredis, même si je suis en alimentation cétogène. Je me force un peu parce qu'il y a souvent des pâtes qui sont un peu épaisses et il y a des trucs plus Ouais. intéressants. Je crois que c'est un truc qui est. Alors, je sais pas si c'est réunionnais ou de Madagascar. C'est de la patate douce avec du coco, enfin une crème, dans un genre comment on appelle ça? Un triangle, un genre de samoussa qui est pas mal. Ah, Voilà. Et donc, non, je pense qu'en plus, à Londres, ils adorent ça. Ils adorent tout ce qui est alimentaire qui est un peu hmm, différent. Donc, je pense que ça fera un carton. Bon, ouais. ceux qui sont à Londres, ils vont te copier, mais bon.
C'est... quel est Ouais, le... je déposerai. Non, mais si je fais ça, c'est que j'ai réussi tout ce qui était autour, donc je serai béton, je lancerai direct la franchise. Ok. Quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? La meilleure expérience. J'en ai tellement. La meilleure. Je vais prendre plutôt la plus intense. La plus intense que j'ai eue, ça a été vraiment l'événement qu'on a fait avec Tony Buzan. Donc Ouais. on a fait venir Tony Buzan, on a fait venir 400 personnes pour un événement qui était vraiment exceptionnel, mais qui était hyper stressant. Pour moi, c'était un saut quantique pour moi en termes de stress et tout. J'ai perdu 3 kilos en un mois en termes de stress et tout ça. Et je pense que c'est une des expériences qui a été plus marquante pour moi parce que j'ai senti que ça a débloqué un truc chez moi. Je me suis dit, bah, si j'ai réussi à faire ça, travailler avec un des meilleurs speakers au monde, une des personnes les plus créatives au monde, et d'avoir réussi à faire un événement de 400 personnes comme ça, mais un truc pas tout seul, hein, en équipe, mais pour moi, ça, je pense que ça a débloqué un truc en moi, oui. Et ça, c'était juste avant le championnat du monde, donc je pense que le combo, pour moi, 2018, c'était une année assez charnière. Il y a eu ça et 4 mois après, le championnat du monde, avec Tony Buzan aussi d'ailleurs. Donc, ouais, je pense que 2018, ça a été un très bon cru. En plus, on a gagné la Coupe du Monde et moi, c'est la naissance de mon troisième enfant. Donc, quoi, Oh, 2018, wow, bon, bah, c'est une belle 2018, année. C'est une belle année. Quel est ouais. pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, les soft skills. Alors Ouais, là, pour moi, je vais me péter, mais pour moi, il y a pas de, c'est vraiment ça, quoi. Miser sur les soft skills. d'accord. Et quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Il y a tellement, je lis deux livres par semaine. Oui, faut Euh, préciser que tu lis rapidement. Donc, voilà. Donc, oui. je suis étonné que tu l'as pas décrit. C'est pour ça que moi, je suis venu, comme ça que je suis venu à toi, que tu l'as pas décrit en tant que soft skills importante parce que c'est vrai que si on lit plus rapidement, ben, on gagne du temps. Et donc, si on gagne du temps, on gagne tout, quoi. C'est Bah, ça. en fait, pour moi, la lecture rapide, c'est une discipline, c'est pas une soft skill, en Ah oui. fait. C'est une discipline qui repose sur des compétences techniques et des compétences non techniques. Donc, par exemple, pour la lecture rapide, tu as des techniques de lecture rapide avec le guide visuel, la non-subvocalisation, etc. Bon, j'ai pas le temps d'aller dans le détail. Donc, il n'y a pas que des soft skills, mais la lecture rapide te permet de développer de la concentration, de la mémoire, la vitesse intellectuelle. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise en tant que soft skill, mais peut-être en tant que discipline qui peut rentrer dans une boîte à outils, clairement. Ok. Mais du coup, par rapport à ta question, je pense j'ai vraiment aimé le livre de Jack Canfield, The Success Principle. Jack. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé. Après, j'ai beaucoup aimé aussi Tools of Titans de Tim Ferriss, qui correspond vachement à mon mode de fonctionnement parce qu'il modélise beaucoup des personnes qui l'inspirent et c'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc ça, c'est ouais Redonne-moi le livre de ce que Jack Canfield, je connaissais Chicken for the Soul où j'avais vu des vidéos, mais ouais, je connaissais pas ce bouquin-là. c'est The Success Principles. Ah si, j'ai vu le séminaire, enfin j'ai vu la vieille vidéo qu'il y a sur YouTube. Ok. Mm. Mais parce que je trouve, alors oui, il y a un peu c'est assez développement personnel, C'est très c'est personnalisé, c'est très bien, il est très bon lui. mais en même temps, je trouve que c'est très actionnable en fait. C'est pas, ça pousse à l'action quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez pratique. Donc moi, j'ai beaucoup aimé pour ce côté-là. Mm. Ok, parfait. Donc dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Euh, le lâcher prise. Ah ouais? Oui, parce que je rêve d'avoir, en tout cas, que je développe, que je travaille constamment. Et c'est pas ça, mais je pense que c'est la plus grosse la plus grosse piste d'amélioration pour moi. Et je pense que les personnes qui travaillent avec moi le confirmeront. Comme je suis très engagé, très focus, etc. Je pense que me foutre la paix, je pense que des fois, ça peut me faire du bien. Ok, bon, ben parfait. Ben, grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai tous les liens dans le résumé. Et donc là, ce sera un bon gros résumé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis ben, je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup à toi Thierry. J'espère que les personnes repartiront avec des choses concrètes à tester. Voilà. Tout à fait. Et merci beaucoup pour ce moment qui a été agréable pour moi. Ok, je te dis merci. À bientôt. Merci. Merci. Ciao. Bravo à toi. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin, donc comme j'ai dit donc en introduction, donc Jérôme
Donc nous fait un cadeau, donc te fait un cadeau à toi. Donc si tu es donc le premier à commenter, donc quelle que soit la plateforme, en général c'est YouTube, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Le premier commentaire que je verrai, avec nom et prénom bien sûr, ensuite j'enverrai donc le mail à Jérôme, gagnera donc une formation, donc la formation dont il a parlé, où il y a un rendez-vous hebdomadaire. Donc le programme donc, Soft Skills 2.0 qu'il t'offre. Donc il y a 3 mois donc, dans le programme pour développer donc tes compétences et t'aider donc à réussir en 2021. Donc n'hésite pas à commenter, faire un beau commentaire, laisse ton nom et prénom dans le commentaire. En off, tu viens m'envoyer un mail avec tes coordonnées, donc tu vas sur contact @thierry-henry.fr avec ton email que je lui enverrai. Je lui dirai donc tu es le gagnant et donc tu auras la chance d'avoir ce programme gratuitement. Je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.